À Paris, sur la ligne 2 du métro, on rencontre beaucoup de personnes, et à commencer par le nom des stations. Et parfois, on ne sait pas trop de qui il s'agit, alors voici un petit guide pour vous y retrouver. Je m'appelle Ivan, je suis professeur d'histoire-géographie et je réalise aussi des vidéos sur l'histoire et le patrimoine. Donc si ce sont des domaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Commençons par la Porte Dauphine. Elle n'a aucun rapport avec la femme de Flipper le dauphin. Ça, c'est un peu la référence de vieux pour ceux qui ont vu la série dans les années 1990. En fait, c'est plutôt en lien avec la femme du dauphin de France, le futur Louis XVI. Et je parle bien sûr de Marie-Antoinette. Car c'est au château de la Muette, qui se situe non loin de la station de métro de Porte Dauphine, que Marie-Antoinette séjourne lorsqu'elle arrive en France et à Paris en 1770, juste avant son mariage avec l'héritier du trône, le dauphin, et depuis le nom est resté. La station d'après, c'est celle de Victor Hugo, qu'on ne présente plus. Écrivain dès son plus jeune âge, il a encensé la monarchie dans les années 1820, avant de devenir un soutien républicain de Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il a ensuite dézingué lorsque celui-ci a fait un coup d'État en 1851 et a ensuite rétabli l'Empire en 1852. Victor Hugo finit sa vie comme un fort soutien de la Troisième République et il prend la plume pour défendre le sort des plus pauvres, mais aussi la colonisation. La station porte le nom de Victor Hugo car elle est située sur l'avenue Victor Hugo où l'auteur habitait jusqu'à sa mort en 1885. L'arrêt qui suit, c'est Charles de Gaulle Étoile. La station ouvre en 1900 sous le nom d'Étoile, mais elle se voit ajouter la dénomination de l'ancien président de la République en novembre 1970, soit quelques semaines après le décès de l'homme de l'appel du 18 juin. Poursuivons notre trajet et arrêtons-nous à Pigalle, à la jonction entre les 9e et 18e arrondissements. La station porte le nom de Jean-Baptiste Pigalle, un sculpteur du 18e siècle car il a vécu dans une rue voisine qui porte d'ailleurs son nom. On peut voir ses œuvres au musée du Louvre ou bien dans l'église Saint-Eustache. La station d'après, Barbès-Rochechouart, est originale car elle se réfère à deux personnages. Le premier désigne Armand Barbès, qui est le nom donné au boulevard voisin et qui rend hommage à ce militant républicain des années 1840 qui était un opposant à la monarchie de Juillet du dernier roi des Français, Louis-Philippe Ier. Et en 1907, soit 4 ans après l'ouverture de la station de métro, on lui adjoint le nom de Rochechouart, qui est également le nom donné à une voie toute proche qui rend hommage à Marguerite de Rochechouart de Montpipeau, une abbesse de Montmartre des 17e et 18e siècles. On n'a aucune représentation d'elle, mais en tout cas, c'est la première station de métro qui porte le nom d'une femme, et ça, c'est important de le notifier. Arrivons à présent dans le 19e arrondissement à la station Jaurès. Lors de son ouverture, cet arrêt de métro s'appelle rue d'Allemagne, car l'actuelle avenue Jean Jaurès s'appelait rue d'Allemagne, car elle menait tout droit vers l'Allemagne. Sauf que le 28 juillet 1914, la Première Guerre mondiale est déclarée, mais la France hésite encore à rentrer dans le conflit contre l'Allemagne. À ce moment-là, l'homme politique socialiste Jean Jaurès y est opposé et pour cela, il est assassiné le 31 juillet 1914 par un nationaliste français, Raoul Villain. Jaurès devient alors une sorte de martyr et le lendemain, le 1er août, on donne son nom à l'ancienne avenue d'Allemagne et donc à la station de métro. Et 2 jours plus tard, le 3 août 1914, la France entre en guerre contre l'Allemagne. La station suivante, Colonel Fabien, est encore lié à un conflit, mais cette fois-ci, il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Initialement, la station s'appelait Combat, du fait d'un établissement qui organisait des combats d'animaux au XVIIIe et XIXe siècle. En août 1945, après la fin du conflit mondial, elle rend hommage à Pierre-Georges, dit Colonel Fabien, qui était un militant communiste pendant la résistance contre l'envahisseur et qui est mort en mission en décembre 1944. Remontons la ligne et le temps jusqu'à la station Père-Lachaise, qui doit sa dénomination à sa proximité avec le célèbre cimetière du même nom. Et en réalité, ce prêtre s'appelle François d'Aix de la Chaise et était le confesseur du roi Louis XIV pendant plus de 30 ans. Le métro et le cimetière portent son nom car ils sont situés sur les anciennes terres de cet homme qui appartenait à l'ordre du clergé. L'arrêt d'après fait référence à Philippe Auguste, car il se situe non loin d'une avenue du même nom. C'est d'ailleurs la seule station du métro parisien qui porte le nom d'un ancien roi de France. Pendant son règne, entre 1180 et 1223, Philippe Auguste est connu pour avoir renforcé son pouvoir sur les nobles, participé à la Troisième Croisade, commencé la construction du Louvre, continué celle de la cathédrale Notre-Dame et expulsé les Juifs de Paris.
Notre dernier arrêt, c'est celui d'Alexandre Dumas. Initialement, la station s'appelle Bagnolet, du fait de la proximité avec la toute proche rue de Bagnolet. Mais avec l'inauguration en 1970 de la station Porte de Bagnolet sur la ligne 3, on veut éviter toute confusion et on décide donc de la renommer Alexandre Dumas, du fait de la proximité avec une rue du même nom qui était toute voisine. Cette voie et cette station de métro rendent hommage à ce célèbre écrivain du 19e siècle qui est connu pour avoir écrit Le Comte de Monte-Cristo entre 1844 et 1846, mais aussi et malheureusement pour avoir été déjà visé par le racisme du fait de ses origines métisses. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo sur YouTube. Si vous l'avez appréciée et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.